Les événements commencent par une nuit pluvieuse et de pleine lune. Une voiture de sport noire se fraye seule un chemin dans l'obscurité. Un personnage mystérieux portant un long manteau en sort. Il atteint sa destination où le mal est sur le point de montrer les crocs. Dans une zone industrielle abandonnée, deux hommes discutent autour d'un feu au sujet d'une nouvelle cargaison de drogue qu'ils ont reçue en guise de paiement. L'un d'eux remarque l'arrivée d'un étranger aux longs cheveux blancs se tenant à distance. L'homme arrête le mystérieux personnage, s'enquérant de son identité et de la manière dont il est arrivé. Lorsqu'il lui a demandé de montrer une invitation, le nouveau venu le surprend en plaçant le canon de son pistolet contre sa tête. Il les attaque avec une vitesse et une force qui entraînent la mort immédiate de l'un d'entre eux. L'agresseur se tient au-dessus du corps de sa victime, demandant avec moquerie si cela suffisait comme invitation. La scène se déplace dans une boîte de nuit où une DJ passe de la musique. Un vampire aux yeux rouges et au croc proéminent apparaît. Il s'approche de la fille, lui reprochant la musique calme et exigeant qu'elle mette quelque chose de plus fort. Il l'attrape violemment, expliquant que les humains ne sont que des proies pour eux. Il continue de la menacer pendant qu'elle reste là, terrifiée. Il lui dit que si elle ne fait pas ce qu'il demande, il déchaînera sa faim. Soudain, quelqu'un fait irruption dans l'endroit avec force. Le vampire se retourne pour voir ce qui s'est passé. Il découvre que ses camarades ont été tués, réalisant qu'il existe des créatures que même les vampires craignent. Les autres vampires regardent, choqués, les corps de leurs camarades gisant sur le sol. La personne aux cheveux blancs apparaît à l'entrée, portant une énorme mallette d'armes, leur demandant s'ils se sont bien amusés. Il est révélé que ces personnes sont connues sous le nom de chasseurs de vampires. L'un des vampires s'interroge sur l'identité de l'intrus tandis qu'un autre se précipite vers lui avec des griffes acérées, mais le chasseur pointe son arme sur lui et le tue sur le coup, un air de regret sur son visage. Il s'adresse au chef vampire, montrant sa compréhension de sa situation désespérée dans la recherche de son père, Jokyo. Cependant, il lui reproche son manque d'exigence en s'alliant avec des criminels de bas étage. Il se moque de lui, se demandant ce que Jokyo dirait s'il voyait cette situation misérable. Le chef vampire reconnaît enfin l'identité du chasseur. Il s'avère que le chasseur est Sylvester, le prêtre aux cheveux d'argent expulsé du Vatican et un véritable chasseur de vampires. Le chef vampire menace son adversaire de décorer la nuit avec son sang pendant que ses partisans se précipitent pour attaquer. Sylvester commente avec moquerie le mauvais service de l'endroit, lui donnant 0 étoile. Les assaillants se précipitent vers Sylvester qui se demande si leur mauvais comportement est dû à l'absence de leurs parents. Il commence à réciter un passage religieux sur la création des Adam à partir de la poussière. Il poursuit son discours sur la création d'Ève à partir de la côte des Adam. Il déclare que la mort est un rituel sacré pour retourner au commencement. Il se tient au milieu des corps éparpillés des vampires et dit, de la cendre à la cendre. Il conclut sa phrase par et de la poussière à la poussière, le sang couvrant son visage, et il dit au chef vampire restant qu'il n'obtiendra aucune information de sa part. Il ajoute que la simple pensée qu'il soit capable de le tuer prouve qu'il est le plus misérable de ses semblables. Le vampire hurle de colère et se précipite sur Sylvester pour l'attaquer. Sylvester part son attaque facilement et ouvre le feu sur lui avec ses 2 pistolets. Le vampire esquive les balles et transforme son bras en une arme monstrueuse. Sylvester montre une certaine surprise face à la capacité de transformation de son adversaire. Le vampire transformé saute dans les airs, attaquant Sylvester avec ses énormes griffes. Sylvester tire donc sur la main de l'assaillant, puis lui assène un puissant coup de pied qui le projette au sol. Le vampire tombe parmi les décombres, vaincu. Une autre personne demande à Sylvester d'attendre un moment. Un autre chasseur de vampires nommé Jun Jun apparaît, se plaignant que Sylvester a abîmé le corps, rendant difficile le prélèvement de sang. Sylvester demande où se trouve Daeok-Yun, et Jun Jun répond qu'il le remplace aujourd'hui. Jun Jun confirme la validité des informations concernant le lien entre le clan Jokyo et le gang Sandong. Il commente que cet endroit est parfait pour être un sanctuaire de reproduction. Sylvester lui ordonne d'arrêter de bavarder et de terminer sa mission. L'œil du vampire vaincu brille d'une mystérieuse lueur rouge. Jun Jun remarque que le vampire s'est réveillé, alors Sylvester lève à nouveau son arme. Sylvester tire sur le vampire, mais ce dernier parvient à esquiver habilement les tirs. Sylvester concentre ses tirs sur lui infligeant de graves blessures. Le vampire saute par-dessus eux pour tenter d'échapper au chasseur. Le vampire court à toute vitesse pour s'échapper de Sylvester et de son compagnon. Jun Jun fait l'éloge de la vitesse du vampire. Sylvester s'enquiert de la possibilité de lui confier la mission de nettoyage, alors l'autre suggère de le laisser mourir de ses blessures. Sylvester perd patience avec la répétition de ses paroles, l'avertissant de ne pas les répéter. Il insiste sur le fait que c'est lui qui le tuera, alors Jun Jun rit, considérant cela comme une blague extrême. Sylvester insiste sur son sérieux, alors Jun Jun s'engage à mener à bien la mission de nettoyage. Sylvester remarque que les choses se compliquent. Il diagnostique l'état de l'adversaire comme une perte d'esprit au début du processus de sauvagerie. Sylvester regarde vers l'horizon sous le clair de lune, réalisant les conséquences de ce qui s'est passé. Une course-poursuite à moto endiablée commence dans la ville. Une voiture de police lance un avertissement aux émeutiers pour qu'ils ralentissent. Les motards répondent avec défis et moqueries, demandant à la police d'essayer de les tuer. Une personne nommée Hans Seguin apparaît, conduisant sa moto à toute vitesse sous la pluie. Tandis que la voix de Sylvester résonne, disant qu'il y aura un sacrifice en cette nuit de pleine lune, Hans Seguin se remémore les souvenirs de sa vie calme et insouciante.
Il se souvient de sa maison, de sa famille, de son frère brillant, et même de sa chienne, Jeanne d'Arc. La course-poursuite à moto effrénée continue sous les lumières de la ville. Il se compare aux autres, notant son manque d'objectifs et son ambition moyenne dans les études. Il brise l'image de sa vie traditionnelle, exprimant son désir constant d'échapper à sa réalité ordinaire. La compagne de Joo Myung-jin se demande comment se débarrasser de la personne qui les poursuit. Joo Myung-jin la réprimande et lui ordonne de se taire, exprimant sa frustration de ne pas pouvoir se débarrasser de lui. Han Si-geun remarque qu'ils s'en tiennent au chemin tracé, ce qui lui donne l'avantage. Han Si-geun continue de fuir à grande vitesse. Ses compagnons crient son nom, s'interrogeant sur sa destination soudaine. Han Si-geun fait un virage serré avec sa moto, sautant par-dessus la barrière. Ses compagnons sont frappés de stupeur et de panique face à son geste inattendu. Il continue de rouler seul, loin du chemin habituel. Il exécute un saut téméraire avec sa moto entre les bâtiments. Il atterrit avec habileté et continue sa route seul. Han Si-geun se souvient de ses sentiments à ce moment-là, tandis que ses compagnons l'interrogent sur sa décision de fuir seul. Han Si-geun considère que la moto était sa seule échappatoire. La vitesse de sa moto augmente sur la route. C'était son moyen de fuir une vie monotone et stagnante. Il arrive chez lui tard dans la nuit. Il monte les escaliers en se demandant pourquoi sa chienne Jeanne d'Arc est silencieuse, supposant qu'elle dort. Quand il ouvre la porte, une odeur nauséabonde le frappe, l'empêchant de terminer sa salutation. Ses yeux errent de terreur alors que ses pas le mènent dans une mare de sang. Il recule en trébuchant, réalisant que l'entrée de la maison est inondée de sang. Il se tient dans l'entrée sombre qui empeste une odeur de pourriture, comme du poisson avarié. Il en conclut immédiatement que quelqu'un est entré par effraction chez lui. Il saisit une arme à proximité et commence à appeler les membres de sa famille avec anxiété. L'ombre d'un monstre immense apparaît sur le mur derrière lui pendant qu'il appelle, cherchant quelqu'un. Une créature monstrueuse et énorme l'attaque, traversant une vitre et le repoussant avec force. Il reconnaît avec terreur la créature qui l'attaque, il s'agit de sa chienne, Jeanne d'Arc, transformée en un monstre aux yeux rouges brillants. La chienne transformée le plaque au sol, et il lutte pour sa survie. Il réussit à repousser la créature et retrouve son équilibre, prenant une position défensive. Sous le choc, il se demande si ce monstre est vraiment son chien. Le chien transformé saute à nouveau sur lui dans une attaque féroce. Il parvient à frapper durement le chien avec l'arme qu'il porte. Il regarde avec désespoir en réalisant la vérité sur ce qui est arrivé à son chien. Il se souvient de l'image de son doux chien avant que l'arme tachée de sang ne lui tombe des mains. Il regarde au-delà du corps de son chien pour voir les cadavres de ses parents à l'intérieur. Il s'effondre en larmes, couvert de sang. Il vomit devant l'horreur de la scène macabre. Il s'agenouille, sous le choc, se demandant quel désastre a frappé sa maison. Il s'assoit devant le corps de son chien et pleure amèrement. Il réalise que l'intrus est toujours au 2e étage. Il regarde son arme actuelle, réalisant qu'elle pourrait ne pas suffire. Il se lève, déterminé à les affronter, se souvenant du fusil de chasse de son père dans le bureau. Il trouve son frère aîné blessé dans le bureau, avec un fusil de chasse à côté de lui. Han Si-geun réalise que son frère a aussi été victime de l'agresseur. Han Si-geun attrape l'épaule de son frère, bouleversé par sa mort. Il s'excuse auprès de lui avec une profonde tristesse de ne pas avoir été avec eux, et se reproche son retard pour les sauver. Han Si-geun prend le fusil, jurant de se venger des tueurs. Il remarque que le canon du fusil est encore chaud. Il en déduit que son frère l'a utilisé dans le combat et se demande pourquoi l'agresseur l'a laissé. Il serre fermement l'arme, déterminé à tuer l'agresseur. Il se cache et regarde prudemment, réalisant qu'il aurait dû comprendre la vérité à ce moment-là. Il monte les escaliers avec précaution en réfléchissant à la situation. Il admet l'impossibilité de penser rationnellement dans une situation aussi choquante. Ses yeux s'illuminent soudainement après avoir réalisé quelque chose d'important. Il entend quelqu'un s'approcher de lui, marchant pieds nus sur le sol taché de sang. Il lève le fusil, le pointant vers le haut des escaliers. Il voit une main ensanglantée agripper le bord de l'escalier, réalisant que l'agresseur n'est pas un être ordinaire. Il s'avère que la créature à laquelle il fait face est une existence qui dépasse le cadre de la logique commune. Un moment commence où les mots et les pensées se figent. Il sent son esprit cesser de penser, et ses sentiments se geler complètement. Il compare son état au moment où l'on rencontre une personne célèbre pour la première fois, ou celui où l'on entend une mauvaise blague, ou même en voyant un paysage naturel à couper le souffle. Il réalise que c'est cet état qu'il vit maintenant face au danger. Il lève le fusil et tire sur la créature. Le monstre évite le tir avec une facilité déconcertante et frappe Han Si-geun avec force. Ce dernier tombe lourdement dans les escaliers et roule jusqu'en bas. Il est allongé au sol, souffrant d'une épaule déboîtée. Il essaie de se relever avec difficulté. Il regrette de ne pas s'être enfui quand il en avait l'occasion. Le monstre révèle sa véritable forme, c'est le vampire qui a échappé à Sylvester et à son collègue. Han Si-geun s'en veut de ne pas avoir pensé à appeler la police ou à chercher de l'aide. Il admet que dans le feu de l'action, son esprit n'a réussi à envisager aucune option logique. Il est assis, blessé, par terre, ne comprenant pas pourquoi il a agi instinctivement au lieu de fuir. Il réalise que sa seule pensée à ce moment-là était d'éliminer ce monstre. Le vampire l'attaque, alors il pointe le fusil sur lui et tire en hurlant face au danger. Le tir explose directement dans le corps du monstre, lui causant une grave blessure. Le monstre s'approche de lui et tranche la main qui tient l'arme.
Hans-Siggen attrape son bras coupé et hurle sous l'intensité de la douleur. Le monstre lui saisit la tête et le soulève. Hans-Siggen ressent du désespoir pour avoir échoué à obtenir ne serait-ce qu'une vengeance décente. Il se souvient de sa famille qui a été tuée alors que le monstre se prépare à mettre fin à ses jours. Soudain, une personne mystérieuse tire sur la main du vampire, qui explose. Hansi tombe au sol pendant qu'un nouveau personnage entre en scène. La personne mystérieuse marmonne que le vampire l'a finalement fait avant de lui tirer dessus à nouveau. Le vampire est touché par plusieurs balles dans le corps. Hans-Siggen regarde le sauveur qui combat le monstre. Sylvester apparaît, tranchant le vampire avec son épée. Il reproche au monstre mort de ne pas être mort seul et tranquillement au lieu d'impliquer des innocents. Sylvester s'approche de Hans-Siggen après s'être assuré d'avoir complètement éliminé le monstre et regarde Hans-Siggen, blessé, allongé au sol. Il lui dit qu'il n'y a pas de juste sur terre et que tout le monde est pécheur. Il se tient au-dessus de lui et exige qu'il lui en veuille. Le fusil apparaît, gisant sur le sol taché de sang. Sylvester place la lame de son épée sur le cou de Hans-Siggen et lui demande une chose. Il demande si le fusil lui appartient. Il le regarde et décide qu'il est trop bon pour être tué aussi facilement. La photo de famille réapparaît, rappel de sa vie calme d'autrefois. Un policier essaie de réveiller Hans-Siggen, dont l'esprit est envahi par les souvenirs du massacre. Le policier lui demande comment il va, tandis que Hans-Siggen se souvient de son désir de s'écarter de sa vie ordinaire. Un policier trouve Hans-Siggen inconscient dans une mare de sang, annonce la présence d'un survivant et demande un soutien immédiat. Hans-Siggen est allongé, blessé, avec les images de ses défunts parents tourbillonnant dans son esprit. Puis il se souvient de son frère, gisant sur le sol. Une phrase sarcastique et douloureuse résonne dans son esprit, son souhait de sortir de l'ordinaire cesse de réaliser. Une semaine plus tard, les bulletins d'information télévisés couvrent le meurtre de la famille Anne, qui a secoué l'opinion publique. Le reportage se concentre sur la version officielle affirmant que le chien de la famille est responsable de la tragédie, notant la survie du deuxième fils comme unique témoin. Mais les médias remettent en question cette version, laissant entendre que le rôle du survivant dans l'incident pourrait être plus important qu'il n'y paraît. Il est révélé qu'il a été retrouvé tenant un fusil de chasse, les enquêteurs confirmant qu'il a bien tiré avec. Les spéculations commencent sur le mobile possible, pointant vers l'excellence académique de son frère aîné, ce qui ouvre la porte à des soupçons de jalousie menant au crime. Il est mentionné qu'il était connu pour sa passion de la moto. Et bien qu'il ne soit pas une personne violente, il y avait toujours quelque chose d'inquiétant qui l'entourait. Hans-Siggen se retrouve encerclé par un barrage de flashs d'appareils photo et de photographes. Il reprend conscience qu'il voit ce nombre massif de visages étranges pour la première fois de sa vie. Il fait face à une grande foule de journalistes exigeant des réponses claires sur ce qui s'est passé. Les journalistes l'accusent explicitement d'avoir tué sa famille à cause de dettes accumulées. Ils continuent de le presser, s'interrogeant sur la vraie raison qui l'a poussé à commettre un crime aussi horrible. Quelqu'un s'approche de lui avec un enregistreur vocal, insistant pour qu'il fasse une déclaration. À ce moment, l'image du monstre démoniaque qui a attaqué sa maison se manifeste dans sa mémoire. Une voix intérieure résonne dans son esprit, le réprimandant, lui rappelant que c'est lui qui a souhaité une telle situation et qu'il s'amusait à moto pendant que sa famille se faisait massacrer brutalement. La voix moqueuse se demande s'il a même le droit de ressentir de la colère. Il secoue vigoureusement la tête, rejetant ses pensées douloureuses. Il nie les accusations à voix haute puis s'enfuit de la foule de journalistes avides. Il réalise plus tard qu'il fuyait une vérité qu'il ne comprenait ni ne saisissait. Il s'avoue que ses souvenirs sont devenus flous et confus, ou peut-être qu'il ne veut pas se souvenir de l'horrible vérité. Il s'effondre en larmes, admettant son incapacité à croire que ce qu'il a vécu était bien réel. Il se souvient du moment où il s'est réveillé dans sa maison détruite et a découvert que le corps du monstre avait disparu sans laisser de traces. Il se souvient du plus grand choc quand il a découvert que son bras, qui avait été tranché pendant l'affrontement, avait été mystérieusement rattaché. Il regarde sa main intacte, ayant l'impression que tout ce qui s'est passé cette nuit-là n'était qu'un mensonge ou un rêve horrible. Il se tient la tête, souffrant, comme si une force cachée lui ordonnait de tout oublier. Il réalise qu'il doit effacer le souvenir de la mort de sa famille et oublier complètement l'existence de ce monstre. Une image floue du chasseur de vampires Sylvester surgit dans sa mémoire, réalisant qu'il était là et qu'il a joué un rôle pour cacher la vérité. Hans-Siggen reste dans sa maison vide, devenue une scène de crime, se remémorant la personne mystérieuse qui est apparue la nuit de la tragédie. Il se retrouve incapable de quitter la maison, fuyant la poursuite de la presse et les regards des gens. Il erre dans les rues de la ville la nuit, réalisant que le monde qui l'entoure ne croira jamais son histoire. Mais rester à la maison n'était pas une option, car cet endroit portait les souvenirs les plus durs et les plus douloureux. Il décide finalement de quitter le garage, s'éloignant de la maison où il ne se sent plus en sécurité. Il se tient à côté de sa moto, se sentant complètement perdu, n'ayant aucun abri. Il se retrouve coincé entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'est ni capable de rester, ni à l'aise pour fuir. Il démarre sa moto, filant à toute vitesse dans l'obscurité de la nuit. Il monte avec sa moto sur le toit d'un des hauts immeubles surplombant les lumières de la ville. Il s'arrête brusquement après avoir repéré quelque chose qui suscite sa surprise et son choc. Il voit Sylvester debout sur le toit et confirme que c'est le même homme qu'il a vu lors de cette nuit funeste. Sylvester s'avance vers lui, calmement et avec assurance, pendant que l'autre le regarde. Hans-Siggen arrête sa moto juste en face de lui,
dans une confrontation directe avec l'homme mystérieux. Il le pointe du doigt, confirmant que c'était bien lui qui était dans sa maison la nuit de l'attaque. Il lui hurle au visage, l'accusant d'avoir été présent sur la scène du crime le jour de l'attaque du monstre. Sylvester s'approche de lui et lui ordonne de se taire, le décrivant comme une personne qui importune son entourage. Hans Seguin, dans un état de peur et de confusion, l'interroge sur sa véritable identité. Puis il s'enquiert de la nature du monstre, et Sylvester lui répond d'utiliser son imagination, ce qui amène l'autre à deviner qu'il est un exorciste. Sylvester lui dit que sa supposition est proche de la vérité. Hans Seguin en arrive à une conclusion terrifiante et demande si ce monstre était un vampire. Sylvester confirme ses dires, ce qui cause un choc extrême à Hans Seguin. Après cela, Sylvester décide de lui poser une question directe. Il lui demande sérieusement s'il a avalé du sang du vampire. Hans Seguin se souvient du sang qu'il a éclaboussé, alors il panique, se demandant s'il va lui aussi se transformer en vampire. Sylvester lui dit que cette possibilité est très probable s'il a effectivement avalé le sang. Hans Seguin croit que la réapparition de son bras coupé est la preuve de sa transformation, mais Sylvester corrige l'information en confirmant que c'est lui qui l'a rattaché. Hans Seguin refuse de croire à ses paroles, alors Sylvester lui demande si quoi que ce soit de ce qu'il a vu cette nuit-là était logique. Hans Seguin se demande avec anxiété s'il y a d'autres vampires. Sylvester lui dit que cette affaire ne le concerne absolument pas. Il lui donne l'ordre clair que sa seule mission maintenant est de retourner à sa vie normale. Hans Seguin rejette l'idée de retourner à une vie normale, hurlant qu'il a déjà tout perdu. Il se demande avec colère et réprobation comment il est censé retourner à une vie normale après tout ce qu'il a vécu. Il entre dans une crise de rage extrême, mais Sylvester l'attrape violemment par le col. Il lui demande avec défi quelle est son identité pour lui donner le droit de décider de son sort. Sylvester lui dit froidement d'arrêter de se lamenter, soulignant que les malheurs ne lui sont pas exclusifs. Hans Seguin recule, surpris par la réponse brutale. Il échappe à sa poigne et lui demande désespérément ce qu'il doit faire alors. Il hurle qu'il a vu de ses propres yeux le monstre qui a dévoré sa famille et qu'il lui est impossible d'oublier cette scène. Sylvester l'écoute alors qu'il confirme son incapacité à oublier. Hans Seguin annonce en pleurant amèrement qu'il exterminera tous les monstres, même si cela doit lui coûter la vie. Sylvester le regarde avec des yeux bleus brillants, appréciant l'étendue de sa détermination et de sa persévérance. Il se dit à lui-même que Hans Seguin est une personne qui sème le trouble, prenant sa décision finale à son sujet. Sylvester emmène Hans Seguin dans un endroit qui ressemble à un café tranquille. Une femme derrière le comptoir les accueille, appelant Sylvester par le nom de Sylvie. Sylvester lui demande de ne pas utiliser ce nom, et la femme remarque l'invité qui l'accompagne. Jun Jun reconnaît le visage de Hans Seguin. Sylvester interroge Jun Jun sur la mission dont il parlait. Jun Jun lui dit que la cible qu'il poursuivait a quitté la Corée. Sylvester exprime son extrême agacement face à leur échec à capturer la cible une fois de plus. Jun Jun lui demande pourquoi il a amené Han Si-gun avec eux. Il commente que le garçon semble trop faible pour être impliqué dans un combat sur le terrain pour le moment. Sylvester s'adresse à Han Si-gun, expliquant que puisqu'il a survécu, il doit réaliser la vérité. Il lui dit que combattre les monstres n'est pas une mission que des humains ordinaires peuvent accomplir. Il lui explique qu'un vampire est capable de broyer des os humains en un moment d'inattention ou de déchirer ses muscles avec une facilité déconcertante, se demandant comment affronter une telle puissance. Il lui révèle la solution, une drogue spéciale appelée Drug Moon, que les humains doivent prendre pour affronter les vampires. Il explique que cette drogue réduit la sensation de douleur et confère à ses utilisateurs une force qui dépasse de nombreuses fois les limites naturelles, mais il prévient que son utilisation répétée mène inévitablement à la destruction du corps et à une mort solitaire. Il révèle un secret dangereux, la drogue est faite à partir de sang de vampire et toute erreur dans son utilisation pourrait transformer son utilisateur en un monstre comme eux. Il lui demande sérieusement s'il désire toujours autant se venger après avoir pris connaissance de tous ses risques. Il lui présente clairement le choix final, expliquant qu'une fois qu'il entrera dans le monde des ténèbres, il n'y aura jamais de retour possible à une vie normale. Han Si-gun annonce que sa vie a déjà dévié de la réalité, puis prend une pilule de Drug Moon sans hésitation. Sylvester l'arrête immédiatement, lui attrapant le bras et se demandant qui lui a donné la permission de la prendre maintenant. Un autre chasseur de vampires nommé Song Deok-yoon apparaît et commente avec moquerie la persévérance et le courage du garçon. Sylvester décide de laisser Han Seguin sous la garde de Deok-yoon, lui demandant de l'entraîner suffisamment pour le garder en vie. Deok-yoon pose sa main sur la tête du garçon, lui souhaitant officiellement la bienvenue dans le monde de la lune folle. Sylvester ordonne à l'un de ses hommes d'organiser un bateau en partance immédiate pour le Mexique, prêt à partir. Han Seguin est surpris de son départ, réalisant qu'il ne sera pas son entraîneur personnel. Sylvester se retourne en souriant, commentant l'absurdité de toute la situation. Il demande à Deok-yoon s'il peut rendre le garçon utile, et celui-ci répond qu'il essaiera. Han Seguin regarde avec détermination, acceptant son nouveau destin. Sylvester lui adresse ces derniers mots, souhaitant à nouveau la bienvenue à Han Seguin dans le monde de la lune folle. Un an plus tard, des voitures de luxe apparaissent devant une boîte de nuit chic appelée Pena Club. Shin Yoon-ho, le chef adjoint du gang Sandong, en sort. Ces hommes l'accueillent en s'inclinant par respect, l'appelant par le titre de grand frère. Yoon-ho les réprimande en leur demandant de l'appeler directeur à la place. Il leur rappelle qu'ils sont devenus des hommes d'affaires respectables dirigeant une véritable entreprise maintenant.
Puis il demande pourquoi il a été convoqué et dit à ses hommes qu'il est très occupé ces jours-ci. L'homme a l'air nerveux alors qu'il tente d'expliquer la situation d'urgence. Il s'avère que la raison de la convocation est une personne seule se tenant tranquillement au milieu de la boîte de nuit vide. Yoon-ho demande avec colère à son subordonné s'il l'a convoqué juste pour s'occuper d'une seule personne. Il réprimande ses hommes pour leur incapacité à gérer l'endroit, et il s'excuse auprès de lui, craintif. Yoon-ho se demande si cette personne est celle qui a détruit leur planque, mais il se souvient que l'attaquant était un étranger. Yoon-ho remarque que l'intrus a l'air très jeune. Puis il demande au jeune homme s'il a fini son caprice. Yoon-ho lui dit qu'il n'a jamais vu un voyou comme lui et qu'il devrait utiliser les mots pour résoudre les problèmes. Il exige qu'ils partent car ils sont sur le point de commencer le travail. Le jeune homme répond avec moquerie qu'il n'est pas un voyou et explique qu'il a payé un acompte pour des marchandises qu'il n'a pas reçues. Yoon-ho est surpris à la mention du mot marchandise, alors le jeune homme lui demande s'il ignore vraiment l'affaire. Le jeune homme révèle qu'il a payé 5 millions de wons en espèces à l'un de ses subordonnés, se demandant comment un directeur exécutif comme lui pourrait l'ignorer. Yoon-ho s'approche de son subordonné et s'enquiert des marchandises, et le garçon lui dit qu'il s'agissait d'armes à feu des modèles Dragunov et Tokarev. Voulez-vous que je traduise plus de chapitres ou que je vous aide à rédiger un script pour ce résumé? Le jeune homme ajoute un AK-47 à la liste des armes qu'il demande. Yoon-ho se demande avec moquerie s'il veut toutes ces armes pour seulement 5 millions de wons et le réprimande pour son ignorance de leur vraie valeur. Puis il demande au jeune homme s'il réalise ce dont il est en train de parler. Le jeune homme révèle qu'il est au courant que le gang Sandong stocke et distribue des armes russes et chinoises. Il ajoute qu'il gonfle leur prix de manière excessive au-dessus de la valeur du marché. Yoon-ho décide de mettre fin à la conversation et ordonne à ses hommes d'appeler la police pour le livrer. Le jeune homme se demande si appeler la police est une sage décision. Il le menace en révélant leur plus grand secret, qu'ils ont commencé le trafic de drogue en plus des armes. Yoon-ho crie sur ses hommes, se demandant pourquoi ils sont figés. Puis il donne l'ordre clair de tuer le jeune homme et de le découper immédiatement. Il leur reproche à nouveau leur hésitation, les traitant d'imbéciles. Il répète son ordre de mettre le jeune homme en morceaux. 2 de ses hommes s'avancent pour l'attaquer, et il se prépare à se battre froidement. Les assaillants se précipitent vers lui. Ils l'attaquent simultanément avec leurs armes blanches. Puis il assène un puissant coup de poing à l'un d'eux. Il esquive une autre attaque et se prépare à contre-attaquer. Il met l'autre assaillant à terre d'un mouvement puissant et rapide. Il se tient victorieux au-dessus de leur corps, laissant les autres sous le choc de sa force. Il monte calmement les escaliers en direction du chef de gang. Il lui fait face directement, et Yoon-ho lui demande craintivement ce qu'il veut. Il répète sa demande, Dragunov, Tokarev et AK-47, en soulignant qu'il les a déjà payés. Le chef accepte à contre-cœur mais lui dit que la livraison ne peut pas se faire immédiatement. Le jeune homme l'interrompt, fixant l'heure, demain à 20h. Puis il précise le lieu, le parking de Yanshin Security à Huido, et se tourne pour partir. Yoon-ho maudit le jeune homme à voix basse pendant que son subordonné lui demande s'il va bien. Le chef gifle son subordonné pour lui rappeler de l'appeler « grand frère » au lieu de « chef ». Il ordonne à ses hommes d'appeler ces types immédiatement, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. La scène se déplace vers un autre bâtiment, en plein jour. À l'intérieur, quelqu'un commente la mauvaise qualité des poches de sang examinées, les qualifiant de déchets. Quelqu'un se plaint à Dae-ok-yoon de la mauvaise qualité des échantillons de sang qu'il a apportés, les considérant comme des déchets impropres à transformer les humains en vampires. Il blâme les membres du gang Sandong qui ont semé le chaos récemment. Il en discute avec un marchand de sang nommé le Vieux, l'accusant de trafiquer l'appareil de test sanguin, et l'autre répond avec colère, lui proposant de chercher un autre vendeur. Dae-ok-yoon se rétracte, disant que ce n'était qu'une question. Le Vieux lui ordonne d'arrêter de jacasser et de prendre son argent. Le vieil homme demande des nouvelles de Jun-jun, dont la famille a été massacrée par des vampires, demandant si Dae-ok-yoon a réussi à le contacter. Dae-ok-yoon est agacé par la mention de ce nom, lui souhaitant la mort et sa transformation en vampire. Il s'apprête à partir, et le vieil homme pense que Dae-ok-yoon est incapable d'être honnête avec ses sentiments. Dae-ok-yoon sort du bâtiment. Han Se-gun arrive sur sa moto, et Dae-ok-yoon le salue. Il lui demande s'il s'est battu avant de venir, remarquant qu'il évite de le regarder. Han Se-gun s'enquiert de la possibilité de participer à des missions de chasse aux vampires. Dae-ok-yoon rejette sa demande, soulignant que ses compétences actuelles ne le qualifient pas pour cela et exige qu'il se concentre sur son entraînement. Il l'avertit de ne pas s'attirer des nuits avec les mauvaises personnes sans raison, et l'autre le rassure que cela n'arrivera pas. Han Se-gun est sur le point de poser une question. Il demande à son entraîneur quoi faire s'il devient nécessaire de tuer un humain, et il répond simplement de les tuer. Il explique que tant que tuer est nécessaire, il n'y a pas de place pour la discussion, bien qu'il ne puisse imaginer une telle situation. Dae-ok-yoon réalise soudain que la question de Han Se-gun signifie qu'il prépare quelque chose. Il lui suggère d'aller à la salle de sport pour un combat, mais le jeune homme refuse fermement. Dans le parking spécifié, les membres du gang Sandong attendent. Un des membres transformés du gang grogne sur la nécessité de leur intervention pour attraper un petit morveux. Son compagnon lui rappelle qu'ils doivent toujours loyauté au chef de gang malgré leur transformation en vampire. Le premier se moque de l'idée de loyauté, lui rappelant le massacre de l'année dernière où leurs camarades ont été tués, et où ils ont porté le chapeau. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, quelque chose transperce le pare-brise de la voiture. Un extincteur heurte la voiture,
brisant complètement la vitre. Puis il explose dans la voiture pendant que Han-Si-gun se tient à proximité. Deux personnes sortent de la voiture, commentant que ceux qui ont été tués n'étaient que des vampires novices. Ils demandent à Han-Si-gun s'il s'est bien amusé. Ils lui disent qu'ils n'ont pas l'intention de lui donner ce pourquoi il est venu. Han-Se-gun sourit d'un air moqueur, disant qu'il n'attendait pas grand-chose d'eux de toute façon. Han-Se-gun monte sur sa moto, son épée à la main, commentant qu'on ne peut pas attendre grand-chose d'un groupe de voyous. Il sourit froidement, pensant que même s'il n'obtient pas les armes, il peut faire un bon profit en vendant leurs crocs. Dans un flashback, Deok-yoon dit à Han-Se-gun que le vampire qui a tué sa famille est probablement lié au gang Sandong. Le jeune homme s'interroge sur la véracité de la coopération entre vampires et gangsters pendant qu'ils s'entraînent. Les deux échangent des coups de poing dans un violent combat d'entraînement. Deok-yoon loue la performance impressionnante de son adversaire. Il lui demande s'il sait pourquoi Sylvester est appelé le vrai chasseur de vampires. Han-Se-gun est surpris par cette question soudaine. Il répond que la raison est que Sylvester a tué le vrai vampire Jokyo. Le jeune homme exprime sa confusion, accusant son entraîneur de sauter trop de détails. Deok-yoon explique que les vrais vampires sont des êtres extrêmement puissants dont le corps se régénère plus vite que la capacité du soleil à les détruire. Il ajoute que le clan Jokyo, dirigé par Jokyo lui-même, était l'une des puissances les plus célèbres parmi les vampires. Il continue de se battre et d'échanger des coups. Deok-yoon assène un puissant coup de pied à son adversaire. Le coup de pied projette violemment Han-Si-gun contre les cordes du ring. Il lui dit, alors qu'il est au sol, qu'après la mort de Jokyo tué par Sylvester, son clan s'est immédiatement désintégré, l'autre en conclut donc que les survivants ont rejoint le gang Sandong. Deok-yoon le confirme, expliquant qu'il recherche les traces de Jokyo. Il poursuit en disant qu'ils veulent hériter de son pouvoir et restaurer leur gloire d'antan. Il lui assène un autre coup qui met Han-Si-gun à terre. Il l'avertit que l'héritier, le chef adjoint du clan, est toujours en vie. Il lui a conseillé de ne pas agir imprudemment car s'il devient leur cible, sa vie se transformera en enfer. La scène revient au présent où Han-Si-gun combat les vampires. L'un des vampires propose son aide à son camarade. L'autre refuse l'aide, demandant à son patron de rester à l'écart car il s'occupera de l'affaire lui-même. Le patron est agacé à l'idée de recevoir des ordres. Le subordonné le supplie de rester à l'écart un moment. Il attaque Han-Si-gun, qui pilote sa moto avec brio. Il manœuvre habilement sa moto autour de son adversaire. Le vampire se précipite vers lui, se moquant de la répétition du même schéma d'attaque. Il se prépare à attaquer Den-Oh avec ses griffes tandis que Han-Si-gun le regarde calmement. Han-Si-gun évite l'attaque du vampire avec une habileté totale. Le jeune homme atterrit au sol, et son adversaire hurle qu'il avait prédit tous ses mouvements. Le vampire attaque avec ses griffes, et l'autre se prépare à bloquer l'attaque avec son épée. Les griffes transpercent sa défense, le blessant gravement à la main. Il porte un coup tranchant, mais la lame de l'épée se brise sous la force de l'impact. Han-Si-gun regarde avec colère son épée brisée, étonné qu'elle se soit brisée si facilement. Le vampire rit d'un air moqueur, exprimant son plaisir du combat. Mais soudain, Han-Si-gun transperce la tête du vampire avec ce qui reste de son épée, et le vampire tombe à genoux, blessé. Il lève les yeux, incrédule. Son patron le réprimande, se demandant pourquoi il n'a pas respecté les ordres de rester à sa place. Han-Si-gun se tient au-dessus du vampire vaincu, louant sa performance. Il lui rappelle qu'il a investi 5 millions de wons dans leur organisation. Il enfile des gants de combat spéciaux, expliquant qu'il doit récupérer au moins cette somme pour rentrer dans ses frais. Il se demande d'un air moqueur si ce n'est pas son droit. Il assène un coup de poing sec qui fait exploser la tête du vampire. Il se tient calmement au-dessus du corps après l'avoir achevé. Le patron sort de la voiture, commentant avec surprise les gants de son adversaire. Il en conclut que le jeune homme s'attendait à leur arrivée et lui demande la raison de tous ses ennuis. Han-Se-gun tient son épée brisée et lui demande s'il veut vraiment savoir pourquoi il est là. Il pointe la lame brisée vers lui, déclarant que son objectif est sa tête. Il exige qu'il arrête ses bêtises et l'attaque immédiatement. Le chef se moque de sa réaction puis lui dit qu'il a fini d'analyser son style de combat. Il lui rappelle que son couteau est cassé et qu'il a découvert le secret de ses gants. Han-Si-gun lance le morceau d'épée vers lui, mais l'autre parvient à le bloquer. Le vampire restant décide qu'il est temps d'en finir, mais il est surpris que Han-Si-gun ait sorti un pistolet et tiré vers sa tête. Le vampire le regarde, choqué, se demandant quand cela s'est produit. Puis le vampire tombe au sol, un cadavre sans vie. Han-Si-gun lui rappelle à nouveau son objectif, sa tête. Puis il sort un outil pour prélever le sang du vampire, mais il souffre de la blessure à son bras. Han-Se-gun décide que c'est inévitable, alors il s'injecte une dose de la drogue lunaire. Il hurle de douleur atroce alors que l'effet de la drogue se propage dans son corps. Il s'agenouille de douleur, endurant les puissants effets secondaires. Il quitte la scène de crime, qui a laissé derrière elle des corps et une voiture détruite. Il arrive à un autre endroit où Deok-yoon l'attendait, qui lui demande s'il est enfin sorti. Il se moque de lui, se demandant s'il se sent mieux après sa crise de colère. Han-Si-gun lui demande comment il l'a suivi, et l'autre répond grâce à une technologie appelée GPS. Deok-yoon exprime son inquiétude, espérant que le jeune homme n'a pas changé. Han-Si-gun est surpris par sa question. Il explique qu'il parle de sa moto, remarquant qu'il la conduit imprudemment, contrairement à avant. Il lui rappelle qu'il l'a traité comme un trésor sacré, et l'autre reste silencieux. Il répond froidement que ça ne le regarde pas. Il part sur sa moto,
laissant Dae-ok-yoon le regarder s'éloigner. Au quartier général du gang, le chef Jun Sandong apprend que 6 de ses hommes ont été tués. Il explose de colère contre Yoon-go, et l'autre s'excuse auprès de lui. Le chef commente avec une ironie amère que ce qui s'est passé est impressionnant. Il ajoute que personne n'aurait pu s'attendre à ce que ce jeune homme soit un chasseur de vampires. Il admet que la situation est devenue compliquée et qu'il ignorait auparavant le meurtre des membres de son gang par des chasseurs, mais il souligne que cet incident a ridiculisé le gang Sandong. Yoon suggère qu'il contacte le clan Jokyo pour obtenir de l'aide. La colère du chef s'enflamme, l'accusant d'essayer d'annoncer sa faiblesse et sa défaite, l'interrogeant sur l'identité de l'attaquant qui ne serait qu'un mineur à moto. Yoon confirme que c'est ce qu'il semble, mais il n'est pas sûr. Le chef ordonne à ses hommes de trouver le chasseur à tout prix, même si cela nécessite de dépenser de l'argent. Il donne l'ordre final de le trouver et de le tuer sans hésitation. Un de ses hommes hésite, et le chef hurle, confirmant son ordre de couper la tête du chasseur. Ailleurs, Han Si-gun boit un verre offert par son entraîneur. Son entraîneur lui rappelle que c'est lui qui lui a parlé du lien entre le gang Sandong et le clan Jokyo. Il lui demande pourquoi on les laisse tranquilles, l'accusant d'avoir peur d'eux, ce que Dae-ok-yoon nie. Han Se-gun lui crie au visage, se demandant si la raison est le manque de retour financier pour les chasser. Dae-ok-yoon dit à Han Se-gun qu'il le connaît bien. Han Se-gun crie que ces salauds méritent de mourir et que laisser des vampires en vie ne fait que propager un fléau. Il dit à Dae-ok qu'il est beaucoup plus facile de les éliminer alors qu'ils ne sont que des pousses que d'abattre un arbre géant. Puis il lui demande s'il dit ça parce qu'il n'a jamais perdu quelque chose de précieux auparavant. Dae-ok-yoon demande à Han Si-gun de quel droit il décide qui mérite de mourir. Puis il lui demande de ne pas le faire rire. Il souligne qu'il ne tue pas par principe, mais seulement pour l'argent et le profit. Puis il demande à Han Si-gun s'il cesse d'injecter du sang de vampire. Il lui rappelle que le sang de la lignée Jokyo est connu pour sa capacité à provoquer des mutations. Dae-ok-yoon soupire, s'avouant qu'il n'aurait pas dû faire affaire avec un vrai chasseur de vampires. Il ordonne à Han Si-gun de faire ses valises et de partir aujourd'hui car il ne veut pas être impliqué avec le clan Jokyo à cause de lui. Han Si-gun accepte et commence à partir. Dae-ok pense que n'importe qui perdrait la tête en voyant les assassins de sa famille vivre leur vie comme si de rien n'était. Il s'énerve car il n'aurait pas dû aborder le sujet de Jun sans raison. Dae-ok interpelle Han Se-gun, qui s'éloigne. Il lui ouvre un coffre de voiture rempli d'armes et lui dit qu'il y a mis quelques couteaux et environ 500 cartouches, mais il ajoute qu'il mourra probablement avant de toutes les utiliser. Il le prévient que les armes sont de fabrication hongroise et ont dépassé leur date d'expiration, et que s'il n'a pas de chance, l'arme pourrait lui exploser au visage. Han Si-gun s'incline profondément, le remerciant pour tout. Dae-ok se souvient d'un vieux conseil qu'il a donné à Han Si-gun, lui demandant de ne pas se transformer en vampire. Puis il prévient Han Si-gun que s'il se transforme, il le traquera sans pitié. Il souligne qu'il ne fait aucune exception, même pour ceux qu'il a élevés. Han Si-gun monte sur sa moto et démarre. Il conduit sa moto par une nuit où la lune était assez belle pour en pleurer. Ailleurs, un homme se présente à un groupe rassemblé autour d'un feu comme étant Shin Yoon-ho de Sandong Credit Loans. L'un d'eux lui demande ce qu'il veut. Yoon-ho leur dit qu'il n'est pas nécessaire de discuter longtemps et demande à parler à leur chef. L'un d'eux s'avance et dit qu'il est le chef. Jun Young-jin, le chef, lui dit qu'il n'a rien à faire avec quelqu'un comme Yoon-ho. Yoon-ho semble agacé, ayant essayé d'être gentil. Il s'interroge sur la raison de l'impolitesse du jeune homme pendant que ces hommes se transforment en vampires. Un conflit éclate sur les lieux. L'un des vampires attaque violemment Jun Young-jin et le jette au sol. Yoon-go demande à son assistant de ne pas casser le bras de l'homme car c'est un motard et il a besoin de son guidon. Le vaincu, Jun Young-jin, crie qu'il fera ce qu'il demande. Yoon-ho ordonne qu'on apporte le sac d'argent du coffre de la voiture. Il jette l'argent devant lui, le considérant comme un acompte. Il lui dit d'utiliser l'argent pour attirer les autres avec de nouvelles motos ou tout ce qu'il désire, mais il insiste sur le fait que la mission principale est de lui amener le garçon aux cheveux verts. Il lui saisit la tête pour lui demander s'il a compris. Un des vampires s'approche pour le mordre en guise d'avertissement. Yoon-ho l'arrête, l'empêchant de le mordre au cou. Il explique qu'il ne peut pas mourir avant le début de la mission. Yoon-ho s'éloigne d'eux tandis que les cris de Jun Young-jin s'élèvent sur les lieux. Il allume une cigarette en commentant que son acolyte devient plus stupide à la tombée de la nuit. Il aimerait pouvoir le contrôler avec des croix ou de l'ail. La scène se déplace dans un café. L'hôtesse dit aux visiteurs que l'endroit est fermé pour la journée. Han Si-gun entre, et l'autre le reconnaît. L'hôtesse remarque que 4 mois se sont écoulés et que Han Si-gun a beaucoup grandi, alors l'autre plaisante en disant que c'est à cause d'injections d'hormones de croissance. Elle lui demande donc ce qu'il pense de l'indépendance. Han Se-gun réalise qu'elle était au courant de sa situation. L'hôtesse explique que Dae-ok l'a élevé suite à une demande, et qu'en tant que porte-parole de Sylvie en Corée, elle reçoit des rapports à son sujet. Mais elle a réalisé que Han Se-gun n'était pas venu pour cette raison et lui demande ce qui se passe. Il lui répond qu'il a entendu parler d'un outil capable de détecter les vampires. L'hôtesse lui révèle l'outil qui est le pendule de pierre de sang. Elle explique que trouver des vampires avec cet outil ne sera pas facile car il ne les détecte que dans un rayon de 20 mètres. Han Si-gun annonce qu'il va l'acheter immédiatement, ce qui la surprend. L'hôtesse lui dit qu'elle ne l'arrêtera pas, mais qu'il ferait mieux d'utiliser son argent judicieusement. Elle lui suggère d'acheter une arbalète équipée de carreaux en argent, mais Han Si-gun répond qu'il a déjà des armes. Elle corrige ses dires,
expliquant qu'il ne possède pas une arme au sens propre du terme. L'hôtesse lui demande si le vieil homme Ju refuse de lui vendre la drogue lunaire. Han Si-gun serre le poing, concluant que la raison est qu'il est mineur. L'hôtesse commente qu'il n'y a pas d'autre dealer aussi digne de confiance que le vieil homme Ju, ce qui signifie qu'il est un homme de principe. Soudain, elle se souvient de quelque chose et commence à chercher, commentant qu'elle n'a que quelques articles de la catégorie VTE 13. Elle se demande si elle devrait le lui donner. Elle lui présente une dose de la drogue, soulignant que c'est un secret entre eux. Han Si-gun la remercie et tend la main pour la prendre, et l'hôtesse lui rappelle que les cartes ne sont pas acceptées pour le paiement. Il quitte le café et se tient à côté de sa moto dehors. Il se souvient de la question de Sylvester lui demandant s'il avait avalé du sang de vampire. Puis il se souvient de ses paroles dures lui disant d'arrêter de se lamenter, car les malheurs ne lui sont pas exclusifs. La voix de Sylvester résonne dans son esprit, lui souhaitant la bienvenue dans le monde de la lune folle. Han Si-gun se demande si une année s'est déjà écoulée et si Sylvester reviendra un jour en Corée. Soudain, quelqu'un l'appelle par son nom. Il découvre que c'est l'ancien gang de motards dirigé par Jun Yong-jin, qui exprime sa surprise de l'avoir enfin trouvé. Il l'entoure en commentant le grand changement qui s'est produit en lui en un an et l'interroge sur sa nouvelle couleur de cheveux. Une fille du groupe s'approche, remarquant qu'il a grandi, et lui demande s'il se souvient d'elle. Il répond froidement, se demandant qui elle est, et tout le monde rit de sa manière directe qui n'a pas changé. Jun Yong-jin se met en colère, disant que chaque fois qu'il y pense, sa rage augmente. Il s'approche de lui d'un air menaçant, lui disant qu'il a beaucoup souffert en le cherchant, et soudain Han Si-gun appelle le nom de Jun Yong-jin d'un ton sec. Les yeux de Han Si-gun brillent alors qu'il lui demande froidement s'il veut mourir. Les membres du gang reculent avec étonnement tandis que le pendule en pierre de sang autour de son cou réagit. Il se demande comment un vampire peut être présent alors que le soleil brille encore. Il réalise que les êtres qui peuvent se déplacer avec puissance sous la lumière du soleil ne peuvent être que de vrais vampires, les maîtres de leur espèce. Il remarque une tache de sang sur la veste de Jun Yong-jin. Il songe à la possibilité qu'il ait été mordu, vu la réaction du collier. Réagissant, il conclut qu'il doit être en train de se transformer en vampire. Il leur demande calmement, « Êtes-vous du gang Sandong ?» Jun Yong-jin commente que c'est une bonne chose que Han Si-gun les ait reconnus, ça réduit les questions. Han Si-gun lui demande combien on les paie, et il répond qu'ils recevront 2 millions de wons pour avoir trouvé son emplacement et 8 millions s'il l'attrape. Il ajoute qu'il le prévient d'avance qu'ils n'ont pas l'intention de se contenter d'une petite part. Han Si-gun se dit qu'il aimerait les tuer maintenant, mais il y a trop de regards qui observent. Il se moque d'eux, se demandant si un montant de 8 millions de wons est considéré comme beaucoup pour autant de personnes et les traite de mendiants. Jun Yong-jin se met en colère face à son insulte, alors Han Si-gun le défie, disant que s'il veut conserver sa fierté de motard, il doit se battre comme un motard, pas comme un bandit. Tout le monde se prépare pour la course. Les motos s'élancent dans la rue. L'un des membres du gang annonce que la course est de type cannonball, une longue course sans règles, et que la ligne d'arrivée est l'entrée de l'autoroute Jeongjin. Jun Yong-jin commente que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait la course ensemble et que Han Si-gun aurait dû être plus sympa. Il ajoute que s'il avait été plus sympa, il serait peut-être en train de partager une bière maintenant. Han Si-gun lui demande de bien regarder le coucher de soleil maintenant car ce sera la dernière fois qu'il le verra de sa vie. Jun Yong-jin le maudit avec colère. Puis la course commence. Les motos roulent à une vitesse extrême sur l'autoroute. L'un dépasse l'autre imprudemment. Il manœuvre entre les voitures. Jun Yong-jin se moque de Han Si-gun, se demandant s'il n'a pas conduit sa moto depuis un an pour être devenu aussi lent. Han Si-gun se dit que le processus de transformation en sauvage progresse chez son adversaire, mais qu'il est encore humain. Il se souvient des paroles de Dae-ok-yoon, s'il est nécessaire de tuer quelqu'un, il ne faut pas hésiter. Il décide en lui-même que s'il est nécessaire de tuer. Soudain, il tourne brusquement sa moto dans la direction opposée, ce qui surprend Jun Yong-jin, qui crie en se demandant où il va. Les autres membres du gang sont surpris par son mouvement soudain, réalisant que l'entrée de l'autoroute est dans l'autre sens. Ailleurs, Yoon-ho reçoit un appel. L'interlocuteur lui dit que ça ressemble plus à une course qu'à une poursuite, alors Yoon-ho fulmine de rage face à cette absurdité. L'interlocuteur décrit ça comme une bataille d'hommes, alors Yoon-ho explose en leur criant dessus, les traitant d'idiots. Il se souvient que Han Si-gun est plus fort qu'il ne le pense. Il leur dit qu'il arrive immédiatement et leur ordonne de le retenir là-bas et de ne pas le laisser partir. L'interlocuteur informe Yoon-ho qu'ils ont perdu la cible, et l'autre crie, sous le choc. Han Si-gun attend sur un chantier de construction abandonné. Jun Yong-jin arrive sur sa moto en l'interpellant. Il crie de colère, l'accusant de s'être enfui au milieu de la course. Il continue de se moquer de lui, le traitant de lâche qui a fui pendant seulement un an. Han Si-gun lui répond calmement qu'il aurait simplement dû refuser la mission. Jun Yong-jin est surpris par ses paroles avant qu'un tir ne lui transperce le cou, et il tient sa blessure, sous le choc. Il tombe lourdement de sa moto, et Han Si-gun s'approche de lui, un pistolet à la main. Jun Yong-jin tombe blessé sur le sol en pleurant. Han Si-gun se tient au-dessus de lui, disant qu'il aurait dû l'ignorer pour toujours. Il lui demande si ça fait mal. Puis il lui dit qu'il va lui faciliter la tâche. Il ouvre une fiole et le force à boire son contenu, lui disant qu'il pourrait survivre. Jun Yong-jin ressent un effet étrange. Il ne ressent pas de douleur, mais autre chose. Il sent une puissance massive affluer dans son corps.
Il est attiré par une odeur délicieuse émanant de Han Si-gun. Il se transforme en un monstre aux yeux brillants et se précipite pour attaquer. Une explosion massive d'énergie bleue se produit. Jun Yong-jin crie de douleur tout en étant entouré par une flamme bleue. Il maudit Han Si-gun tout en brûlant. Il lui demande avec difficulté ce qu'il lui a fait. Han Si-gun se tient devant lui, calmement. Il se tient à côté du corps en flammes de son adversaire et de sa moto tombée. Pendant ce temps, Yoon-ho rencontre le reste des membres du gang de motards. L'un des compagnons de Jun Yong-jin indique à Yoon-ho l'endroit où leur chef est allé. Han Si-gun réalise que son adversaire n'est plus humain. C'était un humain dont le processus de transformation en sauvage avait atteint un stade avancé. Yoon-ho regarde le cadavre en flammes, et Han Si-gun réalise que ce qu'il a fait était un choix inévitable. Il était nécessaire de le tuer. Il se souvient des paroles de Dae-ok-yoon qui disait ne connaître aucune situation pouvant exiger de tuer quelqu'un. Han Si-gun se souvient des dernières paroles de son adversaire sur la possibilité d'une amitié entre eux. Il part sur sa moto, réalisant qu'il a rencontré une situation qui exigeait la nécessité de tuer. Il se demande si cette nécessité existait vraiment. Dans une autre scène, une serveuse dans un bar essaie de prendre la commande d'un client étranger. L'homme blond lui dit que ce n'est pas un problème, et qu'elle peut parler en coréen. Il l'assure avec un sourire qu'il comprend tout. Alors elle lui demande ce qu'elle peut lui servir, et il demande du champagne. Soudain, un jeune garçon nommé Bill entre en courant, l'appelant monsieur. Il lui dit qu'une fille est entrée dans l'établissement et s'est soudainement effondrée, pendant qu'on voit une fille allongée sur le trottoir à côté d'une voiture de sport rouge. Le maître donne un ordre à Bill tandis que la fille effondrée apparaît, vêtue d'une blouse d'hôpital. Le maître conduit sa voiture de sport rouge sur un pont, la nuit. Bill l'interpelle depuis le siège passager. Il demande avec anxiété si ce qu'ils font est juste. Il pensait que laisser cette fille asiatique à la police était la meilleure option. Son maître lui répond que tout dans ce monde est connecté, et qu'il y attache une grande valeur. Il lui rappelle qu'il en est lui-même la meilleure preuve, alors Bill a l'air fatigué. Le garçon admet que parfois il ne comprend pas la façon de penser de son maître. L'autre répond que les liens ne sont pas toujours rationnels, se déclarant être un romantique. La scène se déplace vers un appartement de luxe surplombant la ville. Bill informe son maître qu'il a ramené la fille au centre médical Yonsei comme ordonné, alors l'autre commente qu'il devrait bientôt lui rendre visite. Bill demande pourquoi il s'intéresse autant à la fille. Le maître répond à nouveau qu'il est un romantique. Bill répond sèchement que fuir le travail n'a rien de romantique, et il exige qu'il finisse d'abord son travail avant de chercher la romance. Le maître pense qu'acheter des fleurs pourrait être une bonne idée. Il demande à Bill s'il s'est penché sur la question, et le garçon répond que oui. Il lui dit que la fille s'appelle Yoon-mi et qu'elle a récemment fait la une des journaux pour avoir été agressée par ses camarades. Le maître commente qu'elle n'était pas une fille ordinaire, comme il s'y attendait. Un reportage apparaît sur un téléphone concernant l'implication de 6 étudiantes dans une affaire d'agression. Bill complète le rapport, expliquant que 6 étudiantes ont été interrogées, y compris une fille du lycée H, sans être placée en détention. Bill continue de lire le rapport, qui indique que les agresseuses ont incité des hommes à agresser la victime à plusieurs reprises simplement parce qu'elle était rebelle et arrogante. Son maître commente que l'article, malgré son ton calme, mettra la victime en colère, puis il minimise son importance. Bill l'interrompt pour lui dire qu'un clip vidéo de Sylvester est arrivé, et son maître est surpris, commentant que l'autre continue de causer des problèmes partout. Il mentionne avoir entendu dire que Sylvester a voyagé pour le chercher, concluant à quel point il le déteste, et déplore la perturbation de sa visite en Corée. Bill lui rappelle que Sylvester ne l'a pas seulement expulsé du Vatican, mais a aussi gelé tous ses comptes bancaires, et son maître le reconnaît. Bill lui demande s'il ne va pas regarder la vidéo, alors son maître décide qu'il doit la regarder. Il lui dit que c'est lui qui lui a ordonné de travailler, et que ceci est son travail. La vidéo commence, montrant une personne tachée de sang assise dans une ruelle sombre. Il est révélé que la personne debout est Sylvester, qui apparaît sur une image de caméra de sécurité, se tenant au-dessus d'un cadavre. Son maître regarde la vidéo et entend la voix de Sylvester répéter des cendres aux cendres et de la poussière à la poussière. Un vampire apparaît dans la vidéo, suppliant Sylvester de l'épargner. Bill demande à son maître si le vampire supplie pour rester en vie. Le maître s'adresse à l'image sur l'écran, se demandant comment un être qui remplit ses veines du sang des autres peut supplier. Il continue ses questions rhétoriques. Il lui demande s'il prétend être un être vivant. Il le met au défi de pleurer pour prouver sa pureté si c'est le cas. La vidéo montre le moment où Sylvester fait face au vampire avec les mêmes mots que le maître prononce. Le maître conclut que le vampire ne pouvait pas pleurer, et il déclare que c'est leur limite. Des scènes de sang qui coulent se superposent au mouvement de l'épée de Sylvester. Le maître jette son verre de vin avec colère contre la baie vitrée. La vidéo se termine par un plan de Sylvester se tenant au-dessus de sa victime. Le signal vidéo se coupe et se transforme en un écran de neige. Le maître se lève, et Bill commente que Sylvester n'a jamais changé. Son maître ajoute que son style ne change jamais. Il décrit Sylvester comme un poète raté, tandis que la tache de vin ressemble à une tache de sang sur la fenêtre. La scène passe à Han Si-gun le lendemain de la bataille. Il se tient dans des toilettes publiques, admettant qu'il n'a rien pu manger. Il se souvient du cri de son adversaire mourant, réalisant que ce qu'il a fait était un choix inévitable. Il vomit dans les toilettes à cause de l'épuisement. Les paroles moqueuses de Dae-ok-yoon résonnent dans l'esprit de Han Si-gun,
dans lesquels il remettait en question son droit de juger qui mérite de mourir. En se rappelant sa voix lui demandant de ne pas le faire rire, Hansigen se demande désespérément ce qu'il était censé faire. Il quitte les lieux en pensant toujours au choix qui s'offrait à lui. Il est assis seul devant une supérette sans toucher à sa nourriture. Il regarde les passants, se demandant où ils vont et pourquoi ils sont toujours pressés. Une fille étrange s'approche de lui et lui pose une question. La fille aux cheveux roses lui demande si quelqu'un lui a déjà dit qu'il ressemblait à Kurt Cobain. Il pense qu'il est habitué aux tentatives de recrutement dans des sectes religieuses, mais c'est la première fois qu'il entend cette comparaison. Soudain, un homme appelle la fille par son nom, Jin-Yumi, et elle montre une grande irritation. 3 hommes, compagnons de Jin-Yumi, apparaissent, et l'un d'eux lui reproche de ne pas répondre et exige qu'elle réponde. Et il demande avec colère l'identité de cette personne. Hansigen ignore les menaces et commence à s'éloigner. L'homme écume de rage face à ce mépris total. Il lui crie au visage, lui demandant où il va, et l'attrape par l'épaule pour l'arrêter. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, il reçoit un coup violent au visage. L'homme tombe lourdement au sol après que Hansigen lui ait asséné un coup sec. La fille, Jin-Yumi, regarde ce qui s'est passé avec admiration et étonnement. Hansigen se tient au-dessus de son adversaire et s'excuse d'un ton moqueur. Il justifie son geste en disant qu'il pensait qu'un insecte s'était posé sur lui. L'homme se relève en saignant, incapable de croire ce qui s'est passé. Hansigen répète ses excuses moqueuses avec la même excuse. L'homme crie en le menaçant, lui demandant s'il veut mourir. L'homme est en colère et ordonne à Hansigen de s'arrêter et de les suivre, le menaçant de mort immédiate s'il n'obéit pas à leurs ordres. Hansigen se tourne vers eux, remettant froidement en question leur menace de tuer un humain. Il leur lance un regard perçant, méprisant leur capacité à tuer quelqu'un comme lui. La fille retire son écouteur. Elle écoute une chanson sur son téléphone tout en se préparant à regarder ce qui va se passer. Le combat commence, Hansigen par une attaque d'un des membres du gang. Puis il le met à terre pendant que la fille continue d'écouter la musique. Hansigen par l'attaque d'un autre homme du gang. Puis il lui assène un coup de poing dévastateur au visage. L'agresseur est projeté au sol pendant qu'il achève le reste des membres avec une facilité déconcertante. Un nouvel adversaire l'attaque avec une arme, et il part avec habileté. Puis il lui donne un coup de pied violent pour le mettre à terre. Il se tient victorieux au milieu des corps de ses adversaires vaincus. Soudain, quelqu'un apparaît derrière lui et le poignarde dans le dos. Hansigen hurle de douleur. L'homme qui l'a poignardé se tient là en souriant, croyant avoir enfin gagné. Hansigen se retourne, ce qui choque son adversaire. L'homme regarde son adversaire, choqué par sa force. Il lève son couteau et se précipite vers lui dans une attaque désespérée. Hansigen attrape sa main et arrête le couteau avant qu'il ne l'atteigne. Puis il lui tord la tête et lève son couteau au-dessus du cou de l'homme. L'homme regarde, extrêmement choqué, tandis que Hansigen place le couteau près de lui. Hansigen lui demande de faire plus d'efforts. Il lui rappelle sa menace précédente de tuer quelqu'un et l'exhorte à redoubler d'efforts. Il lui donne un coup de pied dans la tête et continue de le défier d'essayer de le tuer pour de vrai. Jin-Yumi observe la scène de loin alors qu'il crie au visage de son adversaire vaincu. Il se tient au-dessus de lui, le défiant et dénonçant sa faiblesse dans sa tentative de meurtre. Jin-Yumi le regarde avec un air fasciné et admiratif. Hansigen se détourne de ses adversaires, avec des traces de sang dans le dos. Lui et la fille échangent un regard silencieux. Soudain, il chancelle et perd connaissance à cause de sa blessure. Il tombe au sol au milieu des corps tandis que la fille le regarde depuis les escaliers. La scène de la ruelle est montrée d'Eno, remplie des corps des membres du gang vaincus. Le lendemain, la gérante nettoie le café vide. Elle soupire et pense à son besoin d'embaucher un employé à temps partiel. Une luxueuse voiture de sport noire s'arrêtant devant le café attire son attention. La portière de la voiture s'ouvre, et au même moment, la sonnette de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. La gérante accueille Sylvester et l'appelle Sylvie, alors il lui rappelle qu'il lui a demandé de ne pas l'appeler par ce nom. Elle lui demande la raison de son retour anticipé, avant l'heure prévue. Il lui répond qu'il adore Dostoïevski, citant une de ses phrases sur le fait de laver les péchés du monde avec des larmes. Ailleurs, Hansigen se réveille dans une chambre étrange. Encore hébété, il se demande quand il a perdu connaissance. Il regarde autour de lui pour se rendre compte qu'il est dans un endroit inconnu et voit des filles endormies par terre. Il remarque que la pièce est dans un chaos total. Il découvre que les filles ont essayé de panser sa blessure avec des mouchoirs en papier, considérant cela comme des premiers soins primitifs. Jin-Yumi se réveille et lui demande s'il va bien. Il se lève, confus, et la fille lui rappelle qu'il a été poignardé. Elle lui demande avec anxiété s'il sait sortira s'il part dans cet état. Elle s'approche de lui en rampant sur le lit. Elle lui demande s'il veut faire ça avec elle, et la question le choque. Elle poursuit en lui demandant s'il ne veut pas la toucher. Elle lui dit que ça ne la dérange pas. Il explose de colère et s'éloigne rapidement d'elle, se demandant si elle est folle ou sous l'emprise de drogue. Elle s'excuse auprès de lui, craintive et confuse. Il s'excuse aussi, justifiant sa nervosité en disant qu'il n'a pas mangé depuis des jours, puis s'excuse d'avoir frappé ses amis. La fille l'appelle en hésitant. Elle lui demande de l'emmener avec lui. La scène change pour une supérette où la fille est assise et mange. Hansigen la regarde manger voracement, pensant qu'elle dépense son argent. La fille lui dit que ces hommes ne sont pas ses amis. Elle prétend qu'elle ne les a suivis que par peur de se perdre. Il lui demande d'un ton moqueur si elle le prend pour un enfant pour la croire.
Elle baisse la tête en silence pendant qu'il regarde les passants dehors. Il se demande intérieurement si elle vit la même situation que lui. Il commence à manger son repas. La fille l'interrompt pour se présenter comme étant Jin Yumi. Il lui répond froidement qu'il ne lui a pas demandé son nom et continue de manger. Dans un hôpital, un homme crie avec colère sur l'administration qui a laissé une fille s'échapper. Une infirmière essaie de le calmer, en vain. L'homme proteste violemment auprès du personnel médical, expliquant que sa fille a failli mourir dans la rue pendant qu'elle le regarde depuis sa chambre. Il continue de crier, s'interrogeant sur la responsabilité si elle était morte, et à ce moment, un homme blond portant un bouquet de fleurs apparaît dans le couloir. L'homme blond commente qu'il est arrivé à un moment inopportun, tandis que le père se plaint des coûts exorbitants de l'hôpital. Le père demande avec colère l'identité du nouveau venu, alors l'autre lui demande de lui accorder un instant. L'homme blond fait un mouvement rapide et soudain avec son doigt. Le père tombe sous l'influence d'une puissante hallucination visuelle qui déforme complètement sa perception. Il voit tout le monde dans le couloir avec des visages sombres et vides, tandis que l'homme blond se tient devant lui dans un calme total. Il s'avère que l'homme blond étudiait le dossier de la fille et a appris qu'elle avait passé une année entière à l'hôpital. Il en conclut que sans son esprit fort et sa volonté de vivre, elle n'aurait même pas essayé de s'échapper. L'homme blond s'est excusé auprès de la fille pour ce qui s'est passé hier. Il lui dit qu'il ne connaissait pas l'ampleur des efforts qu'elle a déployés pour fuir et qu'il a été forcé de la ramener dans un endroit comme celui-ci. Il lui a demandé si elle accepterait de l'accompagner. Il sourit et lui dit qu'en réalité, elle n'a pas le choix car c'est un enlèvement. La fille accepte le bouquet de fleurs de sa part en silence. Dans une voiture de sport rouge, Lou Gibson ordonne à son assistant par téléphone de préparer des vêtements pour femmes de toutes les tailles possibles. L'assistant demande si les vêtements sont pour quelqu'un nommé Wilhelm, alors Gibson commande son sens de l'humour amélioré. Il ajoute que s'il le renvoyait, il aurait pu travailler comme un comédien de stand-up à succès. Il poursuit malicieusement que si Wilhelm ne résistait pas, il ne serait peut-être pas si mal. Soudain, Gibson est violemment secoué sur son siège. Il a réalisé qu'on lui avait tiré dessus et maudit l'agresseur avec colère. Une rafale de balles perce le pare-brise de la voiture et se loge dans son corps. La scène est montrée à travers la lunette d'un sniper ciblant précisément la voiture. On découvre que le sniper est Sylvester, qui se tient sur le toit d'un immeuble voisin surplombant le pont. Sylvester demande d'un ton moqueur si c'était un accueil approprié. Dans un immeuble de luxe, Gibson, qui a survécu à l'attaque, arrive avec la fille où il est reçu. Un de ses hommes lui dit que tout a été préparé comme demandé. Gibson ordonne aux gardes du corps féminin qui portaient des vêtements d'hôpital de se changer. Il donne à l'homme un ensemble de pièces métalliques, ce qui le surprend grandement. Gibson dit à son assistant que Sylvester a tiré 6 fois vers la fille, mais heureusement, c'était des balles ordinaires. L'homme montre son inquiétude en expliquant que si les balles avaient été en argent, la fille se serait transformée en vampire simplement en étant exposée aux particules de sang de Gibson. Gibson sourit en commentant que Sylvester est devenu très poli. Ailleurs, Hans Gunn est assis à côté de sa moto cassée, réalisant qu'elle est en fin de vie. Il admet que conduire la moto dans tout ce chaos rend sa survie impossible. Il aimerait pouvoir la réparer ou en acheter une nouvelle, mais il n'a pas l'argent. Il ouvre son portefeuille vide, confirmant sa situation financière difficile. Il se demande pourquoi le vieil homme juge refuse de traiter avec lui, soulignant qu'il a un besoin urgent de vendre le sang de vampire qu'il possède. Il décide qu'il doit trouver un autre revendeur qui accepte de traiter avec un mineur. Jin Yumi apparaît soudainement devant lui et l'appelle avec enthousiasme Kurt Cobain. La fille s'approche de lui, s'assoit à ses côtés puis se plaint que ses jambes sont engourdies. Elle lui demande où ils vont aller maintenant, ce qui le déconcerte grandement. Il essaie de la convaincre de rentrer chez elle car il est tard, alors elle lui dit de ne pas poser de telles questions et s'enquiert de ses amis. Elle lui dit que ses amis sont partis retrouver leurs petits amis ou rentrer chez elle. Il lui demande de rentrer aussi chez elle, se demandant si elle a fugué. Elle lui dit tristement qu'elle est orpheline et n'a pas de famille. Il soupire et lui demande de monter sur la moto pour qu'il la ramène chez elle. Ils prennent la route pendant que la fille dort derrière lui. Des flashbacks du passé de Jin Yumi la montrent en délinquante avec ses amis. Elle souffrait d'un père autoritaire et tyrannique. Son père lui demandait constamment pourquoi elle ne mourait pas, tout simplement. Elle se souvient de ses paroles dures et de son désir de mourir plutôt que de vivre une vie misérable et ennuyeuse. Elle ressentait du ressentiment d'être traitée comme une propriété. Son souhait tordu a été exaucé par la mort de ses parents. On la voit assise seule devant leur autel funéraire. Après cela, elle s'est abandonnée à sa folie. Elle a vécu des jours d'autodestruction répétés. Hans Gunn pense qu'il ne peut pas lui apporter de soutien ni prendre la responsabilité d'elle. Il décide que malgré son discours incohérent, son histoire commence à s'éclaircir pour lui après l'avoir entendue plusieurs fois. Hans Gunn se demande s'il comprend bien Jin Yumi parce qu'elle est comme lui. Il se souvient de son offre choquante et soudaine. Il la décrit intérieurement comme une fille folle. Il part sur sa moto avec elle dans les rues sombres de la ville. Il s'arrête devant un immeuble résidentiel. Il lui dit qu'ils sont arrivés et lui demande d'entrer. Elle demande avec anxiété où il va aller, et il répond qu'il va aussi rentrer chez lui. Elle s'arrête sur place, hésitante. Elle lui demande quand elle pourra le revoir. Il se tourne vers elle depuis sa moto. Il lui dit que si une supérette lui convient, ils pourront y prendre à nouveau le petit déjeuner ensemble. Il démarre sa moto en la laissant et pense à sa moto délabrée, qui n'est plus qu'un souvenir qui pourrait le mener à sa perte.
Il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de gagner de l'argent. Il traverse un pont à moto et s'arrête devant une luxueuse voiture noire. Il entre dans le café tenu par l'hôtesse. Il est surpris par la présence de Sylvester et l'appelle par son nom. Hans-Gunn lui demande quand il est arrivé en Corée, et l'autre répond qu'il n'y a pas longtemps. Hans-Gunn examine une pile de documents sur la table, et Sylvester lui demande d'un air moqueur s'il reçoit des offres de travail maintenant. Hans-Gunn insulte violemment Sylvester après avoir lu l'un des documents. Sylvester lance un regard perçant à Hans-Gunn, lui faisant remarquer qu'il est devenu arrogant pendant sa courte absence. Il lui demande s'il a décidé qu'il voulait mourir. Sylvester lui demande s'il connaît quelqu'un ici, et lui dit qu'il semble que leur partenaire sur ce projet sera un débutant sans défense, tandis qu'une photo de Jin Yumi avec ses amis apparaît. Ailleurs, quelqu'un s'adresse à Bill, disant que pour que quelqu'un de Phantasmagoria vienne ici, quelque chose d'étrange doit se produire. Un chef de gang rencontre un des membres du clan Jokyo nommé Kyung. Bill, l'assistant de Gibson, apparaît avec un sac faisant remarquer au chef de gang qu'il a l'air convenable pour un humain. Kyung parle de Bill d'un ton moqueur, et ce dernier réplique que ce sont eux qui doivent connaître leurs limites. Il ajoute sèchement qu'ils n'ont plus de bras pour être étreints, et ses yeux brillent d'une lueur bleue menaçante. Un des vampires crie avec colère, justifiant leur défaite par l'intervention du vrai chasseur de vampires, mais Kyung le fait taire. Kyung dit à Bill que la conversation a dévié et lui demande d'énoncer sa requête puis de partir. Bill leur lance le sac d'argent. Kyung lui rappelle que le tueur de leur maître est un vrai chasseur, considérant cette mission comme une insulte. Kyung commande d'un air moqueur que la somme offerte n'est pas suffisante pour affronter un combattant de ce niveau. Bill explique que l'argent n'est pas pour aider à une vengeance. Kyung s'enquiert de la raison de sa venue, surtout en l'absence de hauts dirigeants en Corée. Bill lui dit que sa cible est bien plus faible que ça. Puis il pose une photo sur la table. Il révèle que la cible est l'élève de Sylvester, et que ce niveau de danger correspond à leurs capacités actuelles. Il précise l'emplacement général à Gwanggaegu, Séoul, et leur dit qu'ils doivent prouver leur valeur en trouvant les détails eux-mêmes, ce qui fait que Kyung se plaint du mauvais client. Yoon-ho est frappé de stupeur et de colère en voyant la photo. Son chef lui demande s'il connaît la cible. Yoon-ho confirme que c'est le lycéen qui a attaqué leur club auparavant. Bill pense que la mission se terminera rapidement. Kyung est d'accord, considérant qu'il obtiendra sa paix facilement. Dans un appartement de luxe, Gibson se tient avec Yoon-mi et devant une fenêtre donnant sur la ville. La fille commande sa richesse, et il le confirme. Elle lui demande pourquoi il s'intéresse à elle. Il répond que c'est comme un sentiment de parenté, et elle lui demande s'il exaucera ses vœux. Il l'assure qu'il fera tout son possible. Elle lui demande de l'emmener là où se trouvent ceux qui lui ont fait du mal. Gibson comprend que son intention est la vengeance. Il entame un discours philosophique sur l'immortalité et comment elle fait entendre une voix appelant à la destruction, la décrivant comme une voix que les vivants n'entendent pas, incitant à la mort et à l'anéantissement. Il compare cela à une maladie chronique qui accompagne un corps immortel, mais ajoute qu'il apprécie plus l'endurance que le plaisir. La fille s'interroge sur le sens de l'endurance. Il explique que c'est le pouvoir de supporter la douleur pour protéger quelque chose de précieux, rendant même les feux de l'enfer doux. La fille remet en question son discours. Gibson confirme son opinion et lui dit que si elle continue à vivre, de bonnes choses arriveront certainement. La fille remet en question le discours de Gibson sur la possibilité d'événements heureux dans sa vie. Elle le traite de menteur à travers une fenêtre pluvieuse. Elle avoue qu'elle croyait à ce mensonge par le passé, mais qu'elle connaît maintenant la vérité. Elle souligne que cela n'a de toute façon plus d'importance pour elle. Gibson réalise qu'elle a perdu tout lien avec la vie, considérant sa situation comme la pire qui soit. Il décide que ce n'est pas grave de lui offrir la vengeance en cadeau. Il se tranche le cou, déterminé à faire d'elle le plus jeune membre de sa lignée. La fille le regarde, acceptant son nouveau destin. Il l'étreint et la fait boire de son sang. Bill remarque ce qui se passe tout en parlant du clan Jokyo. Il crie de stupeur en voyant son maître étreindre la fille tout en la transformant. Gibson l'invite à les rejoindre avant de changer Davis. La scène passe à Hans-Gunn conduisant sa moto la nuit, et il se souvient de ce qui s'est passé dans le café. Sylvester décrit son adversaire comme une créature immonde et dégoûtante. Il ajoute que son corps a pourri à force d'être noyé dans la richesse et le pouvoir. Il se moque de la croyance des autres qu'il peut sauver l'humanité. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas un dieu, alors Hans-Gunn lui demande ce qu'il va faire. Sylvester lève son doigt devant lui. Puis il mime la forme d'un pistolet et fait un bruit de détonation, annonçant son intention de tuer. Hans-Gunn s'éloigne de lui en silence. Sylvester l'appelle par son nom et lui lance quelque chose. Hans-Gunn attrape une pilule de Drugmoon. Sylvester lui dit qu'il est devenu la cible de la haine de la femme que le roi des vampires s'est appropriée. Il lui demande de choisir judicieusement et de ne pas être stupide dans sa décision. Hans-Gunn démarre sa moto et active un appareil émettant une lumière bleue. L'appareil brille en rouge sur sa poitrine. Une chauve-souris aux yeux rouges apparaît, et il s'interroge sur sa nature. Il continue d'observer la chauve-souris qui vole au-dessus de lui, mais ne remarque pas qu'un plus grand danger s'approche. Il est surpris par l'apparition d'un monstre énorme qui l'attaque de front sur la route. L'un des agresseurs apparaît sous la forme d'un monstre massif ressemblant à un ours, montrant ses crocs aux yeux brillants. Hans-Gunn parvient miraculeusement à esquiver l'attaque. Une nouvelle femme vampire apparaît derrière lui, le regardant avec intérêt. Elle se demande s'il est la personne que leur maître a mentionnée. Son énorme compagnon confirme ses dires.
Il se tient encerclé sur la route, faisant face à ses nouveaux adversaires. Hans-Gunn affronte les vampires avec sa moto. La femme vampire est surprise qu'il possède une arme à feu, notant que sa possession est illégale en Corée. Il lève sa moto dans un mouvement acrobatique pour l'attaquer avec les roues, mais la femme parvient à bloquer l'attaque à main nue avec une facilité déconcertante. Alors Hans-Gunn lui tire dessus tout en étant sur sa moto. La femme utilise sa force pour projeter la moto au loin. Hans-Gunn tombe de sa moto. La femme vampire remarque que son visage a été blessé pendant qu'il se relève. Elle commente que le garçon a de bonnes compétences. Son compagnon répond d'un air moqueur que c'est elle qui manque de compétences, tandis que l'autre se prépare à l'affrontement. Hans-Gunn se tient armé de 2 pistolets, évaluant le nombre de tirs qu'il lui reste. Il réalise que même s'il vide toutes ses munitions, il pourrait ne pas gagner. La femme vampire commence à se transformer alors que des appendices épineux poussent sur son corps. Elle lui demande d'un air moqueur si elle devrait compenser le sang qu'elle a versé. Hans-Gunn se précipite vers eux en désespoir de cause, leur hurlant de dégager de son chemin. Il lève ses 2 pistolets vers eux et adresse un salut moqueur à la lune. Dans une scène de combat rapide, Hans-Gunn tire sur un vampire. Ce dernier déclare que les balles d'argent ne suffisent pas à le tuer. Elle lui confirme que ce n'est pas du tout suffisant et dirige plusieurs attaques contre lui. Hans-Gunn esquive facilement les attaques. Hans-Gunn se déplace rapidement en les contournant, mais il est encerclé par les vampires. L'un d'eux s'approche de lui et lui demande sa destination. Hans-Gunn lui assène alors un puissant coup de poing, mais l'autre parvient à l'éviter facilement. Hans-Gunn tire avec précision tout en étant encerclé, mais la femme vampire parvient à lui arracher son pistolet d'un geste rapide. Il pointe donc son autre pistolet vers elle. Puis il tire vers sa tête, mais le tir ne l'atteint pas. Des appendices épineux s'enroulent autour de son bras, et il est surpris par la vitesse de sa réaction. Il hurle de douleur en se débattant pour se libérer et lui assène un coup de poing de toutes ses forces. La femme vampire le projette violemment au sol. Il tombe au sol, blessé, et la femme vampire le regarde alors qu'il pointe son pistolet sur elle. Elle lui demande combien de temps il va continuer à résister. Elle utilise son arme épineuse pour le ligoter davantage, soulignant que ses tentatives seront vaines. Il est soulevé dans les airs puis projeté violemment au sol. Il gît, vaincu, sur la route mouillée, tandis que ses 2 adversaires l'observent. La femme vampire montre son agacement face à la situation. Pendant ce temps, Hans-Gunn se souvient de Jin Omi et des moments heureux passés avec elle. Elle sourit, heureuse et calme. La scène revient sur Hans-Gunn, allongé au sol, luttant pour se relever. Le vampire le tire par le pied à travers la route. La femme vampire s'approche de lui et se prépare à goûter son sang. Soudain, elle est touchée par une balle en pleine tête et explose dans une gerbe de sang. Son compagnon hurle, se demandant qui est l'agresseur. Dae-ok-yoon apparaît d'entre les arbres, dénonçant l'imprudence de Hans-Gunn d'affronter des vampires sans utiliser la Drugmoon. Il le réprimande avec colère, se demandant si c'est ce qu'il lui a appris. Le vampire transformé attaque Dae-ok-yoon avec ses bras épineux. Dae-ok-yoon esquive brillamment l'attaque et se fraye un chemin à travers les bras avec son épée. Il se précipite vers le vampire dans une attaque directe. Dae-ok-yoon le frappe avec son arme, provoquant une énorme explosion. Le vampire est projeté au sol après la violente collision. Il gémit sous le coup puissant, puis se relève et s'enfuit dans la forêt. Dae-ok-yoon se tient, victorieux, au-dessus du corps de la femme vampire. Puis il se tourne vers Hans-Gunn, déclarant qu'il va éliminer le monstre en fuite. Dae-ok-yoon ordonne à Hans-Gunn de se dépêcher de prélever le sang, puis de garder la cible. Hans-Gunn le regarde courir après le vampire. Hans-Gunn prélève le sang, notant que sa texture est complètement différente de celle des vampires ordinaires et se demande si la raison est son appartenance à une lignée pure. Il réalise que c'est la raison de sa force colossale. Ailleurs, Hans-Gunn arrive dans une ruelle et trouve des corps éparpillés. Il voit quelqu'un de gravement blessé. Il se souvient de ce qui est arrivé à sa famille aux mains du vampire. Hans-Gunn confirme qu'il a ses propres armes. Il prend une pilule de Drugmoon, déclarant qu'il est aussi entraîné. Il est entouré d'une aura d'énergie colorée, et ses yeux brillent. Il s'assure que la situation est différente cette fois-ci. Il souffre en résistant à l'effet de la drogue. Il marche dans une rue inondée d'eau et de néon. Il atteint sa destination et trouve d'autres corps. Il fait face à son adversaire avec des yeux brillants, et malgré tout, il pense qu'il espérait qu'elle ne mourrait pas. Des scènes du corps ensanglanté de la fille sont montrées. Dans une chambre en désordre, une fille intacte se tient debout tandis que Hans-Gunn se trouve devant le corps de Jin Yumi, allongé sur le lit. Puis il laisse tomber son épée. Il répète les paroles de Sylvester sur la mort comme un rituel sacré pour retourner à la source. Il se souvient qu'il connaissait peut-être la vérité depuis le début et que les choses se termineraient ainsi. Il tire sur la fille en répétant des cendres aux cendres, de la poussière à la poussière. Dans une autre scène, Sylvester arrive et élimine un vampire de coups rapides. Il découpe son corps entièrement. Dae-ok-yoon se plaint que Sylvester a encore détruit le corps, ce qui rend difficile le prélèvement d'un échantillon de sang. Sylvester lui ordonne d'amener le garçon immédiatement. Il explique que de nombreux yeux les observent, alors Dae-ok-yoon lui demande s'il y a un autre danger que les fantômes. Dae-ok-yoon se demande avec anxiété si Tetra Anax est le danger à venir. Soudain, il remarque une énorme explosion derrière eux. Dae-ok-yoon arrive dans sa voiture sur une scène en flammes au milieu d'une pluie battante. Il demande à Hans-Gunn comment il va, celui-ci se tenant épuisé dans une mare de sang, un sac à la main. Hans-Gunn lui demande de le raccompagner,
ses yeux bleus brillant toujours. Des ambulances et des camions de pompiers arrivent à l'hôpital où règne le chaos total et les attaques de vampires. Les pompiers prennent d'assaut l'endroit en feu pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Depuis le toit d'un immeuble voisin, Sylvester observe la scène tragique de la ville en flammes. Un groupe de chats et d'oiseaux se rassemble autour de lui, alors il demande à l'un d'eux de révéler ce qu'il a. Le chat crache des douilles vides à ses pieds en guise de message codé. La scène se déplace vers la façade d'un lieu luxueux appelé Arjuna où s'arrête une voiture de sport coûteuse. À l'intérieur, Sylvester est assis en confrontation directe avec le vampire Lou Gibson qui lui reproche d'avoir pris d'assaut l'endroit de cette manière. Sylvester s'enquiert de la raison de la venue de Gibson en personne après avoir passé beaucoup de temps à l'éviter. Gibson se moque de lui en suggérant qu'il aille déranger un autre vampire de sang pur à sa place. Sylvester lui ordonne d'arrêter de tourner autour du pot et de révéler la raison de sa présence, alors l'autre suggère d'avoir une conversation tranquille. Gibson lui rappelle froidement qu'ils ont un temps infini à leur disposition. Sylvester répond avec mépris, le décrivant comme un rat qui vole le temps des humains pour rester en vie, soulignant qu'il n'a pas la patience pour ça. Les yeux brillants, il exige qu'il révèle son véritable objectif en venant ici. Gibson le met en garde contre toute tentative de s'attirer l'inimitié de l'organisation Tetra-Anax. Sylvester exprime une fausse préoccupation, se demandant pourquoi un vampire s'inquiéterait pour un chasseur comme lui. Gibson corrige ses informations, expliquant que ce qu'il a dit était un avertissement, pas une préoccupation. Sylvester demande avec défi ce qui se passera s'il refuse de coopérer. Il pose son pistolet sur la table, demandant si son adversaire cherche la bagarre. Il déclare qu'il est tout à fait prêt à mettre un terme à cette affaire immédiatement. Gibson lui dit que leur situation est différente maintenant des jours de brutalité, qui était la seule loi. Il ajoute avec dédain qu'engager un combat avec une personne barbare comme lui serait une violation de sa propre esthétique. Il déclare avec arrogance qu'il est le roi des vampires et aussi le roi des humains. Il révèle qu'aujourd'hui est une occasion spéciale pour accorder le don de la vengeance aux plus récents membres à rejoindre leur lignée. Il se lève, prêt à partir, exprimant son espoir que Sylvester ne le force pas à montrer sa colère. Il lui dit qu'après avoir clarifié le point qui l'intéressait, il va partir maintenant. Il commente avec une froideur mortelle que le café était bon. Sylvester regarde une douille vide et pense avec moquerie qu'il a envoyé Dae-Ok-yoon avec Han Se-gun par inquiétude, qualifiant ce comportement de pathétique. Dae-Ok-yoon et Han Se-gun, qui portent une poche de sang, arrivent, et Sylvester se reproche d'avoir chargé un garçon qui ne récupère même pas les douilles. Han Se-gun s'assoit sur un siège en état de choc, et Sylvester commente qu'il semble qu'il n'ait finalement pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Han Se-gun l'appelle, et Sylvester le regarde avec surprise. Le garçon lui demande désespérément s'il ressemble à Kurt Cobain. Han Se-gun éclate d'un rire hystérique, alors Sylvester lui dit que son esprit a déraillé et qu'il divague. Le jeune homme continue sa crise, se tenant la tête tout en riant et pleurant en même temps. Il est assis, effondré sur le siège sous la pluie, le visage couvert par ses mains dans un désespoir total. La scène les montre tous les trois debout ensemble sous la pluie. Dans une ruelle sombre, la scène montre un homme examinant quelque chose au-dessus de lui. Un monstre énorme apparaît devant lui, et l'homme hurle de terreur. Devant un magasin, deux employés se plaignent de la quantité de travail que leur patron leur assigne malgré le manque de clients. Un troisième homme défend le directeur, rappelant à son collègue qu'il paie son salaire, tandis que l'autre se moque de l'idée de le dénoncer. Le troisième homme s'arrête brusquement après avoir entendu un bruit étrange. Il regarde une ruelle sombre, se demandant d'où vient le bruit, pour finalement voir une créature massive dévorer quelque chose au milieu des ordures. Les hommes, paniqués, se demandent quelle est l'identité de cette chose, excluant que ce soit un mendiant en raison de sa taille massive. Ils réalisent que la créature est en train de manger quelque chose et s'interrogent sur la nature de sa proie. La panique les saisit, et ils réfléchissent à la manière d'agir et s'ils peuvent l'affronter. Le monstre adopte une posture offensive, révélant sa forme complète avec ses yeux rouges brillants. L'un d'eux s'apprête à utiliser son téléphone tout en demandant si ce qu'il voit est un monstre, avant que la créature ne se précipite vers eux. Le monstre attaque l'homme qui tient son téléphone avec vitesse et une force colossale. Il reste figé de peur pendant que le monstre s'approche d'eux. L'un d'eux remarque que le monstre semble avoir grandi tandis que ses yeux brillent d'une lumière rouge maléfique. Le monstre se remémore ses souvenirs, confirmant qu'il a été humain autrefois. Il se souvient qu'un jour, sans raison apparente, il a ressenti une soif et une faim horribles. Depuis ce jour, sa mémoire d'humain a commencé à s'effacer tandis que la faim le contrôlait. Avant de pouvoir résister, il a perdu la raison, et quand il s'est réveillé, il s'était transformé en une créature squelettique aux yeux rouges. Il s'est retrouvé à dévorer d'innombrables cadavres, mais sa faim ne s'est jamais arrêtée. Le monstre s'interroge avec stupéfaction. L'humain est-il vraiment aussi délicieux? La scène se déplace dans un parc tranquille la nuit où un homme faisait des exercices. Une étrange créature monstrueuse attaque l'homme dans un parc la nuit, et l'autre hurle de choc. La créature saute dans les airs sous le croissant de lune, bondissant sur l'homme. La créature aux yeux rouges se précipite à une vitesse extrême, laissant l'homme derrière elle. Un désir de prédation effréné contrôle la créature tandis que le mot faim résonne sans cesse dans son esprit. Dans l'un des bâtiments, un homme allume la caméra de son téléphone pour filmer ce qui se passe dehors. Le visage de la créature squelettique apparaît, son œil rouge brillant dans l'obscurité. La créature lance une attaque brutale, déchiquetant les corps de ses victimes dans le parc.
La créature pousse un grand cri annonçant sa faim extrême. La scène se déplace dans une zone industrielle en plein jour. Dae-ok-yoon arrive au QG du vieil homme Ju, et ce dernier lui demande pourquoi les lumières sont éteintes, s'enquérant avec moquerie s'il a peur de se faire prendre. Vieux. Manju explique qu'il a besoin de marchandises pour gérer son affaire et ajoute qu'il n'a pas vu Dae-ok-yoon ou Jun-jun depuis un moment. Dae-ok-yoon reste silencieux, alors le vieil homme Ju le fait entrer et lui ouvre une des portes. À l'intérieur, le vieil homme Ju allume un appareil de diffusion pendant que Dae-ok-yoon attend en arrière-plan. Une annonce apparaît sur l'écran de télévision concernant le début d'un nouveau reportage. Le reportage révèle des meurtres aléatoires dans un parc de Gansyogu, et Dae-ok-yoon demande à l'autre de lui passer le sac. Il ajoute que l'auteur est une créature non identifiée et qu'un citoyen a signalé un monstre sorti d'une bouche d'égout qui a attaqué des gens. La police pense que le crime a été commis par une personne ivre ou quelqu'un en voulant à la société, mais les témoins sur place rejettent cette version, soulignant que l'agresseur n'était pas humain, et ils confirment à travers des images floues que l'agresseur ne peut pas être humain. Quelqu'un se demande quel type d'alcool peut pousser une personne à couper un autre humain en deux. Dae-ok-yoon, choqué, conclut que l'agresseur est sauvage. Il pense à la seule règle implicitement convenue entre les chasseurs et les vampires, qui est de rester dans l'ombre. Il insiste sur le fait que leur travail ne doit jamais apparaître en public, mais cette règle a été complètement brisée maintenant. Le vieil homme Ju s'attend à ce que d'autres vampires souhaitant gérer la situation eux-mêmes apparaissent, ainsi que des chasseurs cherchant une opportunité de gains financiers qui afflueront également. Dae-ok-yoon conclut que la situation va bientôt tourner au chaos total. Dans le parc bouclé par la police, le monstre continue son attaque, déchiquetant brutalement une autre victime. Puis quelqu'un lance une attaque soudaine contre lui. Le monstre ressent une rage extrême face à cette attaque soudaine. Deux hommes s'approchent de lui dans le parc, se plaignant du bruit, tandis que le monstre les observe, prêt à bondir. Deux hommes apparaissent, l'un nommé Kyung, et ils avertissent le monstre de ne pas réveiller tout le monde avec ses cris. Ils s'approchent du monstre qui rôde dans le parc silencieux sous le clair de lune. L'autre homme ordonne à Kyung de bouger, et il se transforme en vampire aux griffes acérées. Yoon se tient près du monstre, lui demandant de s'approcher. Le monstre sauvage bondit sur lui, et une bataille violente commence entre eux. Yoon utilise ses épines pour couper le monstre. Le monstre hurle de douleur à cause de sa blessure. Puis Yoon dirige un autre coup vers le visage du monstre, mais ce dernier parvient à bloquer facilement l'attaque et à lui asséner un contre-coup. Kyung intervient dans le combat et assène un coup de pied qui atteint le visage du monstre. Il provoque une énorme explosion qui élimine complètement le monstre. Le monstre tombe au sol, et Yoon reproche à son compagnon de l'avoir aidé, affirmant qu'il aurait pu gérer la situation seul. L'autre l'avertit que ce n'est pas un jeu et lui demande de ne pas perdre sa concentration. Il lui rappelle que ce sont dans ces moments-là que les gens laissent leurs adversaires s'enfuir, alors Yoon lui demande de ne pas être pessimiste. Il souligne que cela n'arrivera pas, mais à ce moment-là, le monstre qui a survécu à l'attaque bondit sur eux. Kyung regarde avec choc Yoon qui tombe au sol. Le monstre sort une arme à feu et tire sur Kyung, et l'autre s'empresse de s'échapper. L'homme se cache avec colère, décrivant le monstre comme un salaud de fou pendant que les voitures de police approchent. Il regarde les gyrophares de la police qui remplissent l'endroit. Il hurle de rage en se transformant en une forme monstrueuse. Il menace le monstre de le tuer de ses propres mains. Le monstre se tient au-dessus du corps de Yoon, entouré d'une aura de colère. Puis il s'approche de lui. Au café Arjuna, l'hôtesse accueille Han Si-gun à son entrée. Elle remarque sa nouvelle moto, et il le lui confirme. Il lui dit qu'il a trouvé un concessionnaire prêt à traiter avec un mineur. L'hôtesse commente que ce n'est pas étonnant qu'il ait l'air élégant dans ses nouveaux vêtements. Elle ajoute qu'il a commencé à ressembler à un vrai chasseur. Il lui demande où est Sylvester, et elle lui répond qu'il dort à l'étage. L'hôtesse se demande s'il est réveillé maintenant, tandis que Sylvester apparaît, visant une cible avec son pistolet. Sylvester se réveille en tenant son pistolet alors que Han Si-gun se tient devant lui. Nerveux, Sylvester pointe son pistolet vers Han Si-gun à l'entrée, et l'autre lui rend son salut avec moquerie. Sylvester l'avertit de ne pas faire irruption là où les gens dorment, et Han Si-gun se moque de sa menace alors qu'il porte un pyjama avec des dessins de chats. Sylvester s'enquiert de la situation, et Han Si-gun lui dit que cela concerne le récent incident dont les médias parlent. Sylvester lui demande s'il parle du monstre qui a tué quelqu'un dans le parc, et Han Si-gun lui demande son avis sur la question. Sylvester conclut que les clans de vampires ne contrôlent pas encore totalement la société, et c'est pourquoi de telles créatures sauvages apparaissent. Il explique que l'être est corrompu et mourra de lui-même si on le laisse, mais Han Si-gun objecte avec colère car des innocents meurent. Sylvester, les yeux brillants, refuse de donner des réponses, soulignant qu'il n'est pas son professeur. Il se demande froidement pourquoi Han Si-gun s'intéresse même à cette affaire. Han Si-gun insiste sur le fait que Sylvester sait quelque chose malgré son déni. Sylvester lui dit que le sang de l'être corrompu est sans valeur en soi, mais il ajoute que la présence d'un être corrompu attire les exécuteurs, ce qui suscite l'intérêt de Han Si-gun. Il est révélé que le corrompu est un être dans un état de mutation déformé, peu soucieux de cacher son identité en raison de sa préoccupation à satisfaire sa faim et sa soif. Pour cette raison, d'autres vampires apparaîtront pour protéger les secrets de leur clan. Ils apparaissent sous le nom d'exécuteurs, des vampires de haut niveau généralement difficiles à traquer. Han Si-gun réalise que Sylvester utilise le monstre corrompu comme appât, ce que l'autre confirme.
Sylvester considère cela comme une excellente opportunité pour les chasseurs qui travaillent pour l'argent. Il utilise une application sur son téléphone appelée Vampire Finder pour accéder aux dernières informations. Il ordonne à Hansigen de se taire quand il l'interroge sur l'application. Il lui dit qu'une information de grande valeur est sur le point d'être révélée. L'application révèle que le monstre errant à Séoul est l'ancien chasseur Jung Jun, et Hansigen est frappé de stupeur. La scène se déplace sur Dae-ok-yoon conduisant sa voiture en plein jour. Pendant que Sylvester pense que cette situation sera très dure pour Dae-ok-yoon.